Dans ce cours, nous allons étudier le microprocesseur Intel 8086. Nous allons aborder, comme il est le cas pour l'étude de tout microprocesseur, l'architecture et le jeu d'instructions. Nous allons voir dans la partie architecture la description des signaux du microprocesseur, son organisation interne ainsi que la gestion de la mémoire. Nous verrons par la suite dans la partie programmation les modes d'adressage, les différents types d'instructions et quelques exemples simples de programmation. Ces exemples devront être consolidés par la suite par des exercices d'application et si possible des travaux pratiques en utilisant un logiciel de programmation assembleur. Il est également nécessaire dans ce cours de donner un aperçu sur la gestion des interruptions par le microprocesseur Intel 8086. Le 8086 est le premier microprocesseur 16 bits conçu par Intel en 1978. Il constitue un très bon exemple pour tout débutant ou concepteur dans le domaine des microprocesseurs et des microcontrôleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un microcontrôleur, c'est tout simplement un ordinateur sur une seule puce de circuit intégré. Il dispose d'un microprocesseur, de la mémoire et des ports d'entrée-sortie. Le microprocesseur Intel 8086 doit sa renommée au fait qu'il a été utilisé par IBM pour construire le premier ordinateur personnel, le IBM PC. C'est également le premier de la famille x86 des processeurs qui ont équipé un très grand nombre d'ordinateurs personnels dans le monde. Et c'est l'un des ancêtres des processeurs actuels de Intel, qui continue d'occuper une grande part de marché dans le domaine des ordinateurs personnels et même dans les configurations professionnelles. Il est constitué de 29 000 transistors sur une puce de 32 mm². Il est disponible en trois versions, 5, 8 et 10 MHz. Il peut fonctionner dans des configurations mono ou bien multiprocesseurs. Le 8086 se présente sous la forme d'un boîtier DIP à 40 broches. Nous allons décrire par la suite les fonctions de toutes ces broches-là. Notez que les pins de 24 à 31 ont des fonctions différentes selon le mode dans lequel est utilisé le microprocesseur. La figure du schéma fonctionnel permet de voir que la configuration interne du 8086 est divisée en deux unités. L'unité interface bus et l'unité d'exécution. L'unité interface bus s'occupe des fonctions de recherche des instructions, recherche des opérandes et stockage des résultats. Elle dispose d'une file d'attente de 6 instructions. Ces instructions sont transmises une à l'unité d'exécution. L'unité d'exécution permet de fournir à l'unité interface bus les adresses des opérandes et permet également, bien sûr, de calculer les résultats des opérations. Le bloc contrôle et timing permet de générer les signaux de commande nécessaires pour le fonctionnement et la synchronisation des différents éléments du microprocesseur. Dans cette partie, nous allons voir la description des signaux essentiels du 8086. Nous commençons par la ligne MN MX bar. Cette ligne, c'est l'entrée du choix du mode de fonctionnement. Lorsqu'elle est à 1, le 8086 va fonctionner en mode minimal. C'est un microprocesseur à 8 bits et ne peut adresser que 64 kilo-octets de mémoire. Donc il a 8 lignes de données et 16 lignes d'adresse. Lorsque cette ligne est à 0, c'est le cas du fonctionnement en mode maximal. Dans ce cas, le 8086 va fonctionner en mode processeur 16 bits, pouvant adresser 1 mégaoctet de mémoire. Donc il va avoir 16 lignes de données et 20 lignes d'adresse. Le mode maximal permet de réaliser également des systèmes multiprocesseurs. En mode minimal, le 8086 va générer directement sur ses broches 24 à 31 les signaux du bus de contrôle. Par contre, lorsqu'il est en mode maximal,
il nécessite un circuit supplémentaire qui s'appelle contrôleur du bus. Sa référence est le 8288. Ce circuit va utiliser les signaux d'état de S0 jusqu'à S7 afin de générer les signaux du bus de contrôle. Ensuite, nous allons voir les lignes AD15 et AD0. Donc AD15 jusqu'à AD0. Donc ce sont 16 lignes multiplexées entre les lignes de A0 jusqu'à A15 du bus d'adresse et les lignes de données de D0 jusqu'à D15. Les concepteurs du microprocesseur ont opté pour un bus multiplexé entre les adresses et les données afin de réduire le nombre de broches sur le microprocesseur. Ce qui fait qu'un démultiplexage est nécessaire pour pouvoir séparer les lignes d'adresse et de données. Les lignes de S0 jusqu'à S7, ce sont les signaux d'état. Ils permettent d'indiquer le type d'opération en cours sur le bus. En mode maximal, ces signaux sont utilisés comme entrée pour le contrôleur du bus 8288 qui va générer les signaux du bus de contrôle. Les lignes de A16 S3 jusqu'à A19 S6, ce sont aussi des lignes multiplexées entre les lignes d'adresse de A16 jusqu'à A19 et les lignes d'état S3 jusqu'à S6. La ligne clock, c'est un signal issu d'un générateur d'horloge. Il permet de cadencer le fonctionnement du microprocesseur. Au 8086 est associé un générateur d'horloge qui s'appelle le circuit 8284. La ligne reset, c'est le signal qui permet de réinitialiser le microprocesseur. C'est également un signal fourni par le générateur d'horloge. Lorsque l'entrée reset est mise à 1 pendant au moins 4 périodes d'horloge, le microprocesseur est réinitialisé. Donc il va exécuter une instruction se trouvant à une adresse bien particulière. Le signal ready, c'est l'entrée de synchronisation avec la mémoire ou bien avec un circuit d'entrée-sortie. Le signal test bar permet la mise en attente du microprocesseur. La ligne INTR, c'est l'entrée de demande d'interruption masquable. NMI pour non masquable interrupt, c'est l'entrée de demande d'interruption non masquable. INTA, c'est interrupt acknowledge, c'est l'accusé de réception de l'interruption. La ligne hold, c'est une demande d'accès direct à la mémoire, donc accès DMA. La ligne HLDA ou bien hold acknowledge, c'est l'accusé de réception de l'accès DMA. La ligne RD bar, c'est le signal de lecture. WR bar, c'est le signal d'écriture. DTR bar, c'est un signal qui permet d'indiquer le sens de transfert des données. Lorsqu'elle est à 1, il indique, lorsque le signal DTR bar est à 1, il indique une émission, donc un envoi d'une donnée à partir du microprocesseur vers l'extérieur. Lorsque cette ligne est à 0, elle indique une opération de réception. La ligne MIO bar, c'est une ligne qui permet d'indiquer que c'est un accès à la mémoire ou bien à l'espace des entrées-sorties. La ligne
ALE, c'est pour Address Latch Enable, donc c'est un signal de mémorisation de l'adresse. Lorsqu'il est à 1, il permet d'indiquer que le bus multiplexé entre adresse et données, ce bus-là, il est en train de véhiculer des adresses. Donc lorsque ALE est à 1, ce sont des adresses qui sont présentes sur le bus multiplexé. DEN bar, Data Enable, indique que ce sont des données présentes sur le bus multiplexé adresse donnée. Enfin, la ligne BHE, c'est pour Bus High Enable, c'est la ligne de validation de la partie haute du bus de données, donc la partie D8, D15. Comme on vient de le mentionner, le 8086 en mode maximal permet de gérer 1 mégaoctet de mémoire. Ces 1 mégaoctet de mémoire sont répartis en deux banques. La banque paire, là où les adresses sont paires, et la banque impaire, dans laquelle les adresses sont impaires. Donc nous avons deux banques de 512 kilooctets. Chaque banque permet de fournir 8 lignes de données. La banque paire est reliée à la partie basse du bus de données, les lignes D0 jusqu'à D7. La banque impaire, quant à elle, est reliée à la partie haute du bus de données, donc les lignes de D8 jusqu'à D15. Cette organisation permet des transferts sur 8 bits ou bien sur 16 bits. La taille des mots transférés est contrôlée par les lignes A0 et BHE bar. Lorsque A0 et BHE bar sont tous les deux A0, nous avons un transfert sur 16 bits. Lorsque A0 est A0 et BHE bar est 1, donc on voit ici que A0 va pouvoir sélectionner la banque paire, mais le fait qu'il y ait BHE bar à 1, alors la banque impaire ne va pas être sélectionnée. Donc il va y avoir un transfert d'un octet sur le bus de données D0 jusqu'à D7. Dans le cas où nous avons 1 sur A0 et BHE bar égale A0, nous allons avoir un transfert d'un octet aussi, mais cette fois-ci sur la partie D8 jusqu'à D15. Donc lorsque A0 égale à 1, la banque impaire va être dévalidée et BHE bar égale à 0, ce qui fait que la banque paire, plutôt la banque impaire, va être sélectionnée. Donc il va y avoir un transfert de données d'un octet sur le bus D8 jusqu'à D15. Lorsque les deux lignes A0 et BHE bar, toutes les deux sont à 1, il ne va plus y avoir de transfert. Pour démultiplexer les lignes d'adresse et les lignes de données, et donc créer un bus système, dans un premier temps, il est nécessaire d'utiliser des circuits disposant de bascules de type latch. Ces circuits comme les 8282, 8283, 74373 ou bien le 74573. Donc ce sont des circuits qui disposent de 8 bascules D de type latch. Le signal ALE, Address Latch Enable, va être utilisé comme signal d'horloge pour les bascules D afin de sauvegarder la valeur de l'adresse quand elle est présente sur le bus multiplexé. Pour ce qui est des données, nous devons utiliser des circuits de type buffer
bidirectionnel. Le circuit buffer bidirectionnel, c'est un circuit comme le 8286, le 8287 ou bien les 74245. Ce sont des circuits contenant 8 buffers bidirectionnels. Ces circuits permettent de valider ou bien de dévalider le bus de données grâce à la ligne DEN bar reliée à la ligne G bar du buffer bidirectionnel. Donc lorsque DEN bar est égal à 0, G bar va être également à 0, ce qui fait que le buffer bidirectionnel va pouvoir fonctionner. Ensuite, le sens du transfert est contrôlé grâce à la ligne DIR du buffer directionnel. Cette ligne doit être reliée à la ligne DT R bar. Donc, lorsque DT R bar elle est égale à 1, il va y avoir un transfert dans un sens, transmission. Lorsqu'elle est à 0, il va y avoir un transfert dans le sens inverse, réception. Donc ainsi, pour pouvoir créer le bus système, nous devons utiliser 3 circuits de type 82-82 pour obtenir les lignes d'adresse de A0 jusqu'à A19, ainsi que la ligne BHE bar. 2 circuits de type 82-86 sont utilisés, donc ce sont des circuits buffer bidirectionnels qui permettent d'obtenir le bus de données. Quant au bus de contrôle, il est soit généré directement dans le cas de l'utilisation du microprocesseur en mode minimal, ou bien il est généré en utilisant un circuit 82-88 lorsque le microprocesseur est utilisé en mode maximal.